de l'école normale supérieure, Hmm? mais il y avait beaucoup d'autres cellules dans le quartier. Hmm? Je me souviens des cellules de l'Institut de mathématiques, là, oui, qui s'appelait la cellule Évariste Gallois. Mhm. Il y avait une cellule très connue qui était la cellule de la rue du Pot de Fer. Mhm. Puis il y en avait d'autres, il y avait une section importante. Et vous étiez professeur? À cette époque-là, je n'étais pas encore professeur, j'étais au CNRS. Qu'est-ce que vous avez fait comme enseignement? Les mathématiques Mais et la recherche. vous vous appelez comment? Georges Claude. Mais- Oui. J'ai été le secrétaire du syndicat des élèves de l'ENS lorsqu'on a obtenu la fonctionnalisation. Ah, c'était bien ça. Au lieu d'être boursier en rentrant, on était fonctionnaire stagiaire et la retraite a compté à partir de notre entrée à l'école. C'était quelle année? Moi, je suis rentré à l'école en 52. Jean, notre ami Oui. Léo et sa femme, ils étaient contents de cette... Très content. On va vous demander de vous rapprocher. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Question ACA? d'audition. ACA, agir contre le colonialisme aujourd'hui. Mhm. D'accord. Oh, que c'est petit à l'occasion du 90e anniversaire du congrès. Maurice Audin, c'est un camarade du Parti communiste algérien qui a été arrêté au moment des grandes batailles à Alger pour l'indépendance. Et il a été arrêté par les parachutistes français de Massu, du général Massu. Et il a, d'après la version officielle, il a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, il a été un de ceux, algériens, arabes, kabyles, mais aussi algériens d'origine européenne, qui, arrêtés, ont été assassinés à cette époque-là. Il y en a eu beaucoup. Et depuis cette époque, et la thèse officielle, ça a été qu'il s'était évadé. En réalité, il avait été assassiné par ceux qui l'ont arrêté. Alors voilà l'histoire. Et depuis, ils ont continué à dire qu'il s'était évadé. Et sa femme, qui était également une militante, Josette Audin, avait été informée qu'il s'était évadé et qu'il n'y avait plus rien à dire. Et donc, depuis bientôt, je dis bientôt, attendez, oui, plus que 50 ans, eh bien, on continue officiellement à dire qu'il s'est évadé pour ne pas reconnaître qu'il a été assassiné. Et il y a un film qui vient d'être fait et qui a été donné hier à la mairie de Paris. C'est pas la première fois qu'il était projeté. Mais enfin, il n'a pas été encore bien connu à travers la France. J'espère que ce sera fait dans les mois qui viennent. Alors, ce film
ça s'appelle, c'est sur la disparition, entre guillemets, la disparition, sur la disparition de Maurice Audin. Voilà de quoi on parlait. Et qui est l'auteur? Pardon? Et l'auteur, c'est qui? L'auteur, il s'appelle de Marcilhac. Oui, peut-être j'ai mal prononcé son nom. J'ai jamais vu l'auditorium si plein. Il y avait quoi? Il y avait 200 personnes, 250 personnes? Non, parce que il n'y a pas de 100 places. Il n'y a pas de 200 places? Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus et puis qu'on a renvoyé Oui. un peu de façon brutale. Oui. Allô? Mais Non, vous c'était- étiez où hier soir? C'était hier après-midi à l'auditorium de l'Hôtel de Ville. Ah C'est oui. Ciné-Histoire, c'est quoi? C'est un ciné-club? Qu'est-ce que c'est qui organise ça? Moi, je reçois toujours leurs Non, papiers. c'est celle qui s'occupe de ces problèmes, c'est celle que vous avez vue. donc, Voilà, comment elle s'appelle. Nicole Voilà. Dora. Oui, Et alors, elle fait un bon travail. Hein. Oui, alors elle a une organisation où elle milite en quelque sorte, et cette organisation, c'est l'utilisation du cinéma pour illustrer les problèmes politiques des temps présents, quoi. Et hier après-midi, il y avait un documentaire formidable sur l'assassinat de Maurice Audin. Voilà. Et notre ami était là, dans la salle et dans le film. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui, c'est André qui me l'a décassé. Moi, C'est bien, la dastature, cet homme-là. Vous étiez à Jean-Paul Belin. Oui, Il y avait du monde. une centaine à peu près. Hein. oui, des radicaux de gauche à l'extrême gauche. C'était pas plein alors. Non, c'était pas plein, mais bon, c'était bien animé. Je veux dire, les gens ont bien participé, c'était bien. Le quart d'heure réglementaire est en train de se terminer, donc je vous propose d'organiser la soirée de cette manière. Je vais vous ennuyer pendant une dizaine de minutes. Après, nous passerons le film. Ensuite, je passerai la parole à Henri Allec, que je remercie d'être venu nous voir pour animer ce débat sur... tu m'entends, là? Oui, là, oui. Très bien. Sur le Parti communiste français, le mouvement communiste en général aussi, et la libération des peuples. Alors, je dis dès le début, il ne s'agit pas d'un hommage posthume à cette lutte pour la libération des peuples, bien évidemment. Ce qui compte aussi, c'est la lutte aujourd'hui, qui continue. La raison d'être de cette lutte, la raison d'être du Parti communiste est toujours là. Je voudrais d'abord remercier l'ACA, Agir contre le colonialisme aujourd'hui, qui organise cette soirée, qui a loué la salle, dont je salue ici les représentants, et dont Henri Allec est le président d'honneur. Je salue aussi les amis de l'UMA qui ont appelé à cette initiative. Je remercie le Cinéma La Clé de bien vouloir nous accueillir. Alors, j'avais prévu quelques mots sur les 90 ans du Parti communiste français. Alors, c'est un thème un petit peu rebattu. On a eu beaucoup de commémorations qui se sont faites depuis le mois de décembre. Ça fait maintenant un peu plus de 90 ans, puisque le congrès de Tours s'est déroulé à la fin de l'année 1920, dans les derniers jours de décembre. Alors, je le répète encore une fois, ce n'est pas une commémoration aussi d'un hommage posthume au Parti communiste. C'est un des rares partis en France, le PCF, tout simplement à subsister. Le parti historique héritier de la révolution bolchevique existe en France. C'est assez rare pour le signaler, puisqu'on ne compte plus beaucoup de pays en Europe où c'est le cas. C'est le cas du Portugal et de la Grèce, par exemple, qui ont connu des conditions historiques tout à fait différentes, avec une dictature, des guerres civiles, une lutte contre le fascisme qui s'est étendue jusque dans les années 1970. Alors, la question n'est pas pourquoi le PCF existe encore, pourquoi le PCF lutte encore, mais la question c'est peut-être pourquoi le PCF a-t-il gardé sa raison d'être. Donc aujourd'hui, nous allons discuter plutôt de cette question qui est de toute façon fondamentale, qui est à la base d'ailleurs de l'engagement communiste, c'est celle de la libération des peuples. Parce que dans les dernières commémorations, j'ai trouvé que
finalement, cette question qui était la clé du congrès de Tours n'a pas été particulièrement soulignée, à savoir que les congressistes à Tours, par 3200 mandats contre un peu plus d'un millier, je crois, qui ont choisi d'adhérer à la 3e internationale socialiste, communiste, ont choisi, merci Pierre de relever, ont choisi justement de rompre avec les pratiques des partis socialistes pendant la guerre de 14, qui avaient hurlé avec les loups, qui avaient participé à l'effort de guerre, qui avaient voté les crédits, qui avaient, en France et comme dans d'autres pays d'Europe, participé même au gouvernement, et qui avaient mis de côté, jusqu'à mettre de côté, les revendications immédiates des travailleurs, en particulier dans le secteur de l'armement. On l'a bien vu en France. Donc tous ceux qui ont participé à ces gouvernements d'union sacrée, on pense à Marcel Samba, à Albert Thomas et d'autres, ont été rejetés par tous ces militants au congrès de Tours. Donc cette raison d'être, c'était celle de la nécessité d'une rupture claire et totale avec ce qu'on appelait la vieille société bourgeoise. Peut-être qu'aujourd'hui le vocabulaire a un petit peu changé, les conditions politiques, à mon avis, fondamentales sont encore présentes. Une rupture avec le capitalisme qui oppresse toujours des millions de travailleurs, qui les maintient, je ne vous apprends rien, dans la misère et dans le chômage. On l'a encore vu ce matin d'ailleurs, petite parenthèse avec les chiffres du chômage qui augmentent de 40 000, on retrouve 4 millions de chômeurs en France, et des salaires qui restent bloqués. Donc vous le verrez d'ailleurs dans le film tout à l'heure, il est très clair pour les militants communistes que toutes ces luttes sont liées. On voit un moment des revendications pour l'augmentation des salaires, pour la liberté et pour la paix. Alors une lutte évidemment aussi contre l'impérialisme qui pille les ressources de continents entiers pour le profit d'une petite classe de privilégiés dans les métropoles et d'une classe encore plus réduite dans les colonies. Alors, cette exploitation qui nourrit aussi une logique de guerre. Alors on y reviendra, je pense, dans le débat de la suite. Donc pendant la Première Guerre mondiale, effectivement, ce vote des crédits de guerre, cette participation au gouvernement, etc., se basait sur un certain nombre de prétextes idéologiques qu'on entend toujours maintenant. La lutte pour la liberté, contre la barbarie allemande. La lutte pour la civilisation. En fait, des mots d'ordre humanistes, on entend encore aujourd'hui des mots d'ordre de ce genre. La guerre humanitaire, de la part de socialistes, les grands humanitaires comme cet ancien ministre du gouvernement Sarkozy, qui auparavant a été socialiste, qui a aussi, donc Bernard Kouchner, pour ne pas le nommer, et il y en a d'autres, tu les connais mieux que moi, enfin, pour avoir lutté contre eux, qui avaient gouverné le Kosovo, par exemple, pendant 2 ans. Le Kosovo qui a été une véritable colonie européenne, dont les marchés ont été partagés entre les grandes entreprises françaises, allemandes, italiennes, anglaises aussi, pour marché de l'eau, l'électricité, du téléphone, etc. Kouchner était là pour reconstruire l'économie, oui, enfin, pour vendre plutôt l'économie du Kosovo, qui est un petit pays qui vise surtout pour des raisons stratégiques, puisqu'ici vous avez une base américaine immense, je ne me rappelle plus exactement le nombre de soldats, qui sont là, qui est un moyen de surveiller toute la région de la part de l'OTAN. Alors, la raison d'être du PCF, on l'a vu dans tout son engagement anticolonial. Donc ça, je laisserai évidemment la parole à Henri tout à l'heure sur cette question, tout au long du XXe siècle, alors que la social-démocratie, elle, a toujours continué sur sa lignée. Pour ne citer que Guy Mollet ou François Mitterrand, pendant la guerre d'Algérie. François Mitterrand qui a continué ensuite sa longue carrière politique jusqu'à l'intervention, par exemple, en Irak pendant la première guerre du Golfe. Alors, 2 mots sur aujourd'hui. Aujourd'hui, 2011, la guerre froide est, soi-disant, finie depuis une vingtaine d'années. Certains nous disent, après la chute des régimes de l'Est, finalement, la raison d'être du PCF, des communistes, du mouvement communiste en général, n'existe plus.
Alors c'était un coup effectivement très dur, en particulier pour la lutte des peuples colonisés, des anciens peuples colonisés. Je ne crois pas, bien au contraire, que la raison d'être du PCF se termine avec la fin de la guerre froide, avec la fin des régimes communistes à l'Est. Il me semble, je suppose que vous êtes d'accord avec moi, que la France est toujours une puissance impérialiste, qui agit pour son propre compte en Afrique, on l'a vu dernièrement, avec le Niger, avec la Tunisie, avec le Tchad. La France est toujours présente avec ses soldats en Afghanistan, dans le cadre de l'OTAN. Les communistes, c'était leur raison d'être, luttent contre leur propre leur propre impérialisme, c'est-à-dire celui de la France. La question qu'on se pose dans la lutte aujourd'hui, c'est effectivement que font nos soldats en dehors des frontières nationales? Est-ce que, on se rappelle de la phrase du ministre de la Défense, M. Hervé Morin, qui, dans un lapsus révélateur, comment expliquer à des cons que la sécurité de votre pays se joue à 10 ou 15 000 km de chez eux? Effectivement, il ne peut pas défendre cette position, tout simplement parce que cette position est fausse. Et c'est à nous, communistes, de le dire, de l'affirmer bien haut. L'impérialisme, notre impérialisme, c'est aussi l'impérialisme européen, alors qui se déguise, oui, parfois et encore, avec un succès de plus en plus modéré, en puissance tranquille, en puissance douce. C'est un impérialisme qui est tout aussi condamnable. Qu'il s'agisse, c'est un impérialisme qui se cherche peut-être encore, qu'il s'agisse d'une puissance d'appoint aux États-Unis, ou qu'il s'agisse d'une puissance soi-disant indépendante. On nous a servi déjà sous la guerre froide. Mitterrand d'ailleurs était à la tête de ce mouvement. On nous a servi ce thème de la troisième force. Une troisième force, oui, une troisième force impérialiste finalement, entre les USA et l'URSS, puis entre les USA et la Chine, je me dépêche à l'IS, finalement qui participerait au choc des impérialismes au niveau mondial. Voilà contre quoi nous luttons aujourd'hui. Alors, je suis très court. Aujourd'hui encore, je finis là-dessus, quasiment. Que font les sociodémocrates, justement, contre lesquels, ou contre les pratiques desquelles s'est construit le Parti socialiste, le Parti communiste? Excusez-moi. Ils ont été très récemment à la tête des plus grandes organisations internationales, justement. Je cite Pascal Lamy à l'OMC, Jacques Delors à la Commission européenne, Dominique Strauss-Kahn au Fonds monétaire international. Que ce soit la France rose ou l'Europe rose de Jospin, on n'a pas vu particulièrement que sa politique allait dans le sens d'une, si vous voulez, d'une politique plus équitable au niveau international. L'intervention au Kosovo, d'ailleurs, nous l'a montré. Alors, le film que nous allons vous présenter donc dure à peu près 70 minutes. Tous les petits extraits d'archives qui datent de 1928 jusqu'à 1982, ce sont des extraits de la vie du Parti communiste français. Tous ne sont pas directement en lien avec la question de la libération des peuples. C'est aussi un choix que nous avons fait, puisque pour les militants, comme je l'ai dit tout à l'heure, la libération des peuples, la revendication immédiate des travailleurs et la lutte pour une rupture radicale avec le capitalisme sont toujours liés. Sont liés dans le militantisme quasiment quotidien. Donc, je vais vous laisser, si... je ne sais pas si vous êtes prêts dans la cabine, oui. Je vais vous laisser regarder ensemble ce film. Dernier point, je rappelle sur les 90 ans de PCF, cette 8e condition de l'adhésion à la 3e internationale, qui concerne en particulier la question de la libération des peuples, savoir que tout parti a pour devoir de dévoiler les prouesses de ces impérialistes aux colonies, de soutenir, non par des paroles, mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies. Je vous remercie. Secrétaire de la section du 5e arrondissement du Parti communiste. Nous, communistes,
voulons arracher à la misère et à l'inquiétude les masses laborieuses, victimes de la guerre, anciens combattants, les camarades des tranchées. Nous luttons pour la défense de vos droits. Nous ne voulons pas payer avec nos pensions après avoir payé avec notre peau. Jeunes gens, nous luttons pour que cesse pour vous le malheur d'être jeune. Travailleurs, nous luttons pour toutes les revendications des masses laborieuses de France. Nous voulons faire pour elles quelque chose tout de suite. Pour cela, un seul moyen, faire payer les riches. Le profit capitaliste constitue la cause principale de la crise. La crise ne sera guérie que par la suppression du profit capitaliste. Seulement, le monde capitaliste tient encore debout. Dans ces conditions, les paysans devront-ils se résigner et attendre? Nous ne le pensons pas. Le Parti communiste pense que les paysans peuvent dès à présent obtenir l'atténuation de leur souffrance par l'application du programme de sauvetage de l'agriculture pressé par le Parti communiste. Et voilà qu'aujourd'hui on part de nouvelles guerres. Maintenant encore, des mamans pleurent leurs petits de 20 ans, des femmes pleurent leurs maris, femmes de France, épouses, mères, fiancées, qui rêvaient d'un avenir meilleur. Aidez-nous à le réaliser. Luttez avec le Parti communiste afin d'obtenir de suite pour vos petits et votre famille du pain, la liberté, la paix, un sort meilleur. Femmes du peuple de France, travailleuses manuelles et intellectuelles, rassemblez-vous pour sauver votre foyer en sauvant la paix. D'aujourd'hui, c'est contre le fascisme de Mussolini et celui d'Hitler que notre Parti communiste défend la paix gravement menacée. Contre les communistes ont voté le pacte franco-soviétique d'assistance contre l'agresseur éventuel. C'est pourquoi ils ont approuvé la Société des Nations lorsqu'elle a pris des sanctions même insuffisantes pour mettre fin à la honteuse boucherie d'Éthiopie. Mais notre Parti communiste sait bien qu'insistant l'unification des travailleurs du monde entier, les communistes les appellent à lutter fraternellement contre le fascisme et la guerre, aux côtés de l'armée rouge de l'Union soviétique, rempart essentiel de la paix dans le monde. C'est la maison familière que l'on aime habiter. Nous, communistes, qui voulons bâtir un monde nouveau, nous sommes tout naturellement du côté de la jeunesse en qui sont latentes les vertus d'abnégation et de courage dont firent preuve les jeunes Français aux grandes œuvres du passé. Jeunes de France, vous étiez un salmiste où se dressait face à face l'Europe monarchique, l'ancien monde féodal et la France de la Révolution. Jeunes de France, vous étiez l'âme des armées de la Révolution. Jeunes de France, vous étiez sur les barricades de la Commune de Paris. Jeunes de France, vous vous battiez dans la rue pendant les journées de février 1934. Vous étiez le 9 février, place de la République, où l'un des vôtres, Lochin, tué. Vous étiez dans le 20e arrondissement où filme un combat. Vous étiez à Livry-Gargan où Squaticatif fut assassiné. Vous étiez à Montargis où l'ami fut tué par le fasciste Trochu. Jeunes de France, qui êtes toujours au premier rang de l'action pour les plus nobles causes, unissez-vous d'un même cœur, d'un même enthousiasme, confiant dans votre destinée, hachez la main dans la main à la conquête de la vie, à la conquête du bonheur. Nous, communistes de France, nous voulons suivre l'exemple de nos frères de l'Union soviétique. Nous sommes des internationalistes, des militants fidèles de l'internationale communiste. Nous sommes des frères de Telemann que nous voulons arracher aux griffes de Hitler comme nous en avons arraché le grand limitrophe, devenu pilote de notre internationale. Déjà, nous avons permis à la classe ouvrière et au peuple de France de résister jusqu'alors victorieusement. Nous pouvons et nous voulons faire plus. Nous voulons écarter à jamais les menaces d'esclavage renforcées qui pèsent sur le peuple de notre pays. Nous voulons conduire à l'unité totale de la classe ouvrière. Nous voulons conduire à l'union du peuple de France, à la réconciliation de la nation française contre les 200 familles et leurs agents fascistes. Nous voulons, en un mot, assurer le salut du pays. Nous qui sommes soucieux du nombre et de la santé de ses enfants,
de l'abondance et de la qualité de sa production matérielle et intellectuelle, du rayonnement de sa culture. En avant, sous le grand et invincible drapeau de Marx, Engels, Lénine, Staline. En avant, pour le succès du Front populaire, du travail, liberté et de la paix. En avant, pour le triomphe de la République française et soviétique. Vive la France forte, libre et heureuse que veulent et que feront les communistes. Tous unis, la pancarte, et tous unis, ils sont et resteront. Portrait de Pierre Cotte, Maurice Thorez, Henri Dargus, Léon Blum. En 1948, déjà, on vous a demandé de nous aider pour la défense du cinéma français contre l'importation massive de films étrangers. Il se trouve que la chose est remise en question actuellement. Et remarquez que nous aimons beaucoup le cinéma. Et d'où qu'il vienne, nous sommes tout prêts à applaudir le chef-d'œuvre. Seulement, nous n'avons pas la preuve que tout de même le cinéma étranger est le monopole du chef-d'œuvre. Je crois que cette chose a été démontrée clairement à la Biennale de Venise, où tout de même, malgré ses petits moyens, le cinéma français a obtenu plus de la moitié des récompenses. Alors, pourquoi vouloir tuer le cinéma français, hein? Et cette importation massive, supplémentaire de films étrangers nous serait certainement fatale. Je vous demande donc d'avoir la gentillesse de regarder les papiers qu'on vous donnera à la sortie tout à l'heure, de les lire et d'apposer au bas votre signature, car plus vous serez nombreux, plus nous aurons de poids auprès de notre gouvernement pour défendre la cause du cinéma français, et croyez-moi, ça vaut la peine. Merci. C'est fait exprès, hein. Pour se défendre avec les bâtons contre la police. Il y a des gros bâtons et des petites affiches. Ah. Et donc, c'était 52, vous disiez? Ah, pas du tout. Les images ne disent rien à des gens comme moi, jeunes, qui ne connaissent pas tout ça. Mais non, ça ne veut rien dire, tout ça. Là, j'étais femme de ménage. Ma patronne a un voisin qui vient la voir et qui lui dit, sachant, enfin, m'ayant déjà entendu parler, il savait que j'étais de gauche quand même, enfin que je lisais l'Humanité, par exemple, et ça lui a suffi pour me dire, vous avez vu, hein, vos vies communistes, hein, 8 de moins. Et je lui ai répondu, non monsieur, il y en a que 7, parce que moi je vais adhérer au Parti communiste pour remplacer un des tués. J'étais dans ce l'air folle. Et comment... C'est plus comme avant. Le rapport de force est de notre côté. Et il faut qu'on s'appuie sur tout ce qui bouge pour aller plus loin. Parce que c'est vrai que, de toute façon, rien ne se fera sans nous. Amis de la fête de l'humanité, merci. Grâce à vous. Ça qu'on souhaitait, mais en fait, ça va dans la bonne direction. C'est pas fini encore. Hein. On sent qu'il y a encore les hommes, par exemple, qui sont à la direction de charbonnage, là. Ils sont les mêmes, hein. Il faut le dire. Ils sont les mêmes
Et on sent que ça nous freine un peu. Il faudrait peut-être, je ne sais pas quoi faire, peut-être les changer. Il faudrait les changer parce que on sent que les travaux de la brèche, on devait être plus en avance que ça connaît. Le matériel qui doit arriver tout neuf, le matériel, tout ça. Et on sent que ça freine. Dans un instant, André Benedetto va consacrer un poème à votre lutte, mais aussi à votre victoire. Quel effet ça vous fait qu'un artiste, qu'un poète parle de vous et parle de votre lutte? Ah ben pour nous, c'est très important par rapport à la lutte que nous avons menée, qu'un artiste et un poète parlent de notre lutte et qui montrent tout ce que peut représenter toute la lutte que nous avons menée durant 13 mois. Là, je crois que les mineurs, ils sont très sensibles. L'élargissement de l'amnistie et aussi concernant les mesures économiques, aller le plus loin possible dans l'association et le plus loin possible dans l'amélioration du sort des plus défavorisés, notamment l'augmentation du SMIC. Mais c'est pas, disons, il faudrait aussi que le peuple soit avec, que donc les travailleurs soient avec, quoi. Il faudra que ça pousse, quoi. C'est pas suffisant. Il faut que la classe ouvrière soit derrière le Parti communiste, qu'elle force, qu'elle appuie comme elle l'a toujours fait, qu'elle continue à l'appuyer. Et justement c'est ça qui nous amènera à cette union de la gauche, vraiment l'union de la gauche. Elle est bien partie, et c'est ce qui la renforcera encore plus. C'est ça qu'il faut faire. Mes amis, d'abord merci d'être là et de bien vouloir m'écouter un peu. Je pense que ce film, même si il ne répond pas directement à la présentation qui en a été faite par notre ami Benjamin, enfin comme insistant sur le fait que ce 90e anniversaire devait surtout marquer ce que le Parti communiste français, depuis sa création, a été dans la lutte pour la libération des peuples. Je pense qu'il est important de rappeler ce que le Parti communiste français, depuis sa création, a été comme aide puissante à la libération des peuples colonisés, exploités, brimés et massacrés souvent par les impérialistes français et dans le monde entier d'autres impérialismes anglais, espagnols, américains et tant d'autres. Je crois qu'il est important de se souvenir que si la lutte pour la création du Parti communiste français venant dans la suite des combats menés contre des déviations du mouvement socialiste a été marqué par la volonté des socialistes de l'époque qui se sont sentis pendant toute une période trahis par les dirigeants de la deuxième internationale socialiste et trahison qui se manifestait surtout par les rapports opportunistes, on peut dire, des dirigeants de cette période en liaison avec la grande bourgeoisie qui aboutissait, comme le rappelait notre camarade Benjamin, à ce qu'on a appelé l'union sacrée, c'est-à-dire que des deux côtés du front, il y avait des gens qui
se battaient sous la pression de leur direction, soi-disant, pour défendre le droit, pour défendre ce qu'ils appelaient la justice, et d'un côté du front, parlons des Allemands, ils avaient cette idée aussi, et du côté français, c'était aussi un appel à la lutte pour la défense du droit et de la justice. Naturellement, ces idées ont été battues en brèche parmi les travailleurs, et des livres comme celui de Barbus, Le Feu, et d'autres, en France et en Allemagne, ont combattu pour rétablir la vérité et montrer que ces dirigeants prétendument révolutionnaires, en fait, consolidaient les idées de ce qu'on a appelé aussi les social chauvins, c'est-à-dire la mise en avant d'idées complètement fausses et qui étaient là pour consolider l'esprit de la bourgeoisie, insistant sur le fait que les travailleurs et le peuple mobilisé devait avant tout penser à la défense de ce qu'ils appelaient leur patrie, et en fait se dresser les uns contre les autres. Ces idées-là ont combattu par d'autres, par des socialistes réellement socialistes, qui sentaient qu'ils avaient été trahis. Ces idées-là, eh bien, ont puissamment aidé à la création de la Troisième Internationale, c'est-à-dire d'une internationale nouvelle qui appuyait l'esprit révolutionnaire dans tous les pays du monde engagés dans les guerres impérialistes. Bon, on connaît les noms des grands révolutionnaires allemands, et naturellement ceux qui, en Russie, ont pris les armes pour détruire le tsarisme et créer un État nouveau, un État communiste, un État soviétique, puisque le mot est devenu celui qui désignait la révolution, pas seulement en Russie, mais dans tous les pays qui étaient soumis à la dictature tsariste et qui se joignaient dans un seul mouvement pour établir une nouvelle situation dans ce pays, détruisant à la fois le tsarisme et le capitalisme qui y régnait. Excusez-moi de cette petite introduction, peut-être qui est un peu longue, mais ce que je voulais dire, faire noter, c'est que la révolution soviétique, qui est devenue une idée, plutôt une situation appuyée immédiatement par tous ceux qui adhéraient à l'idée socialiste, cette révolution, attaquée de tous côtés par les impérialistes, y compris d'ailleurs du point de vue militaire, y compris plus particulièrement peut-être par les grandes puissances impérialistes et par la France elle-même. Chacun a en mémoire ce qu'a été le combat
dans les armées, et notamment dans des révoltes célèbres de soldats, de marins, qui refusaient de se battre contre cette révolution. Chacun doit avoir en mémoire la lutte menée par les marins de la mer Noire, et en particulier par les Français, dont le nom d'André Marty est resté célèbre pour les batailles menées par les soldats français aux côtés des communistes russes, des communistes soviétiques. Je pense que, naturellement, les Français, jusqu'à la création du Parti communiste français, étaient sensibles aux différents appels qui venaient de l'Est pour leur propre avancée vers la Révolution. Et ce qu'ils mettaient en évidence pour la France, c'était le refus de s'aligner sur ce qu'avaient été les dirigeants de l'ancien parti socialiste, et les appels qu'ils multipliaient pour que les travailleurs s'unissent pour créer un véritable parti qui les aide à avancer, non pas seulement vers la satisfaction de revendications immédiates, mais aussi vers un but qui devait être très clair dans l'esprit des travailleurs, c'est-à-dire la création d'une nouvelle société qui aurait renversé le capitalisme et qui aurait donné le pouvoir aux travailleurs. Toutes ces idées, eh bien, se résumaient en une idée, une seule idée, c'était qu'il fallait changer de régime, et que ce nouveau régime, on ne pouvait l'appeler qu'un régime socialiste. Par conséquent, se battre, évidemment, pour toutes les revendications dont les travailleurs étaient porteurs, mais pas seulement. Se battre aussi avec un but qui était la création d'une nouvelle société, comme je viens de le dire, une société socialiste. Mais une chose, et j'en viens à la discussion que nous devons ouvrir tout à l'heure, la chose peut-être la plus importante dans un pays comme la France, c'était que l'avenir des pays comme la France, pays capitaliste, pays impérialiste, qui régnait sur des pays qui étaient quelquefois grands comme 3 fois, 4 fois ou 10 fois leur propre pays, la métropole, eh bien, la lutte devait être menée par les gens qui appartenaient à ce pays, en premier lieu par les révolutionnaires, par les communistes, pour dénoncer ce qu'était leur propre impérialisme, ce qu'était la colonisation. Et malheureusement, ça a été indiqué tout à l'heure par l'introduction de Benjamin, ce 90e anniversaire n'a pas rappelé beaucoup ce que la création du Parti communiste a apporté à nos luttes en France contre le colonialisme à travers des dizaines d'années d'histoire, ni non plus à ce que la lutte du Parti communiste français a apporté à la conscience du peuple français, mais également a apporté dans son aide à la fois pratique et pas seulement pratique, mais également
idéologique au peuple qu'ils considéraient, que les travailleurs français considéraient comme leurs frères et dont ils avaient le devoir d'aider à la libération. On aurait dû, à l'occasion de ce 90e anniversaire, en France, parler des luttes du Parti communiste français, qui n'ont pas seulement commencé au moment du congrès de Tours, mais peut-être rappeler que, justement, la création du Parti communiste français, son adhésion aux grandes idées défendues par les créateurs et les appels à la création de la Troisième Internationale, mettaient en premier plan de leur engagement la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme de leur propre pays. Il est intéressant de noter que l'adhésion à l'internationale communiste et la création du Parti communiste français répondait à un appel qui avait été lancé par la Troisième Internationale et qui demandait aux partis qui allaient rallier cette internationale d'adhérer en premier lieu à 21 questions, 21 conditions qu'ils devaient remplir pour pouvoir s'appeler Parti communiste. Et parmi ces 21 conditions, il y en avait une qui était extrêmement importante. C'était justement pour ces pays et leur parti d'adhérer à une condition qui était d'accepter de combattre de leur propre pays. Dans ces 21 conditions, il y en a une qui a été un peu paraphrasée, mais qui me semble très, très intéressante parce qu'elle est extrêmement précise. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais très rapidement, je pense que ça éclaire les choses. Voilà ce qui est dit pour la condition d'admission à l'internationale communiste, une de ces conditions dont je viens de parler, qui est celle de l'attitude à l'égard des colonies. Voilà ce qui est écrit. Dans la question des colonies et des nationalités opprimées, les partis des pays dont la bourgeoisie possède des colonies et opprime d'autres nations, elles doivent avoir une ligne de conduite particulièrement claire et nette. Tout parti désireux d'appartenir à la Troisième Internationale est tenu de démasquer impitoyablement les entreprises de ces impérialistes dans les colonies, de soutenir, non en parole mais en fait, tout mouvement de libération dans les colonies, d'exiger qu'on soit expulsés les impérialistes nationaux, de cultiver dans le cœur des ouvriers de son pays une attitude vraiment fraternelle à l'égard de la population laborieuse des colonies et des nationalités opprimées, et de poursuivre une agitation systématique parmi les troupes, l'armée de son pays contre toute oppression des peuples coloniaux. Une telle attitude était évidemment en opposition complète avec l'attitude des gens de la Deuxième Internationale. Et bon, je parlerai simplement
de l'Algérie et ensuite de l'Indochine. Je n'ai pas dans la tête, mais le nombre de gouverneurs généraux, membres du Parti socialiste, est tout à fait significatif de l'attitude absolument opposée à celle que défendaient les dirigeants communistes. Je dois dire que cette question fondamentale n'a pas eu seulement une conséquence très importante pour le mouvement révolutionnaire français, mais on a eu aussi une concernant la situation des partis qui se disaient socialistes dans les pays considérés comme des colonies. Par exemple, en Algérie, il y avait aussi à l'époque un parti socialiste qui se disait socialiste, avec des gens qui, dirigeant ces partis, avaient des attitudes qui étaient proprement des attitudes colonialistes. Par exemple, on avait en Algérie des gens qui se disaient français, qui se disaient respectueux des grandes traditions de lutte française pour la liberté des peuples, pour le droit des travailleurs. Mais lorsque on leur posait la question concernant ce qu'ils appelaient encore à l'époque des indigènes, alors ils disaient non, eux il faut d'abord qu'ils soient civilisés. Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, quand ils auront libéré les femmes de leur voile, quand ils auront aussi pris d'autres attitudes à l'égard des questions religieuses, bon, eh bien, à ce moment-là, on pourra parler d'égalité entre nous, Français, qui sommes venus dans cette colonie, et les indigènes. Mais autrement, il n'est pas possible de considérer ces hommes comme étant capables d'entrer dans un parti qui lutterait pour ce que vous appelez leur liberté. Voilà, c'était la position de ces partis qui s'appelaient des partis socialistes. Et ce n'est que ensuite, et dans une lutte vraiment exemplaire contre de telles positions, avec expulsion de ses camarades qui tenaient de tels propos et qui n'acceptaient pas d'ouvrir les portes à de leur organisation à, pour employer encore le style de l'époque, à des indigènes, que la bataille s'est poursuivie. Il faut d'ailleurs dire qu'ils étaient aidés dans ces positions aussi racistes et intransigeantes à l'égard des peuples arabes et kabyles qui luttaient pour leur libération. Ils étaient aidés par la colonisation elle-même, puisqu'il était interdit, de par la loi française, aux Algériens d'adhérer, s'ils l'avaient voulu, à un parti communiste. Il leur était interdit d'avoir des responsabilités, par exemple, dans des syndicats, et encore moins, naturellement, dans des organisations communistes. La bataille, donc, des communistes à partir d'un certain moment pour la vraie liberté, pour la lutte anticoloniale, passait donc par ces luttes contre les lois colonialistes en Algérie. Et c'est à partir de là qu'on peut dire qu'il y a eu un véritable parti communiste en Algérie
qui s'est constitué dans les années 1930, je crois que la date exacte c'est 1936. Par conséquent, la lutte du peuple algérien pour son indépendance était menée en Algérie et était menée aussi en France. En France, avec les émigrés, avec des gens qui travaillaient dans les grandes entreprises. On a vu des photos magnifiques et qui participaient aux grandes actions des travailleurs français pour leurs revendications et pour leur lutte générale contre le capitalisme. En France, il y a donc eu des ouvertures qui ont été celles que donnait la lutte, mais aussi que les travailleurs émigrés utilisaient pour leur propre combat, non pas seulement pour leurs revendications, mais pour la liberté de leur pays. Alors il n'est pas étonnant, par exemple, qu'un homme, bon, vous connaissez son nom célèbre, celui d'Ho Chi Minh, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais Nana Quoc, et cet homme, qui était au congrès donc de décembre 1920 à Tours, adhérait au Parti communiste en expliquant qu'en luttant aux côtés des travailleurs français, il luttait en même temps pour l'indépendance de son pays. Bon, il y a eu aussi de grandes luttes menées par les travailleurs algériens. Une chose que l'on oublie, je le cite comme référence, mais simplement presque anecdotiquement, pendant la guerre d'Espagne, on oublie bien souvent que parmi les brigades internationales, il y avait une importante section de travailleurs algériens. Ces travailleurs algériens avaient constitué une brigade qui s'appelait Brigade commune de Paris. Et on donne comme chiffre, mais je ne l'ai pas vérifié, le chiffre de 500 Algériens qui se sont battus aux côtés des républicains espagnols, parce qu'ils comprenaient que leur combat contre les fascistes franquistes, c'était aussi un combat pour la libération de leur propre pays. Et effectivement, dans la lutte pour la libération d'Algérie, qui a commencé à la lutte armée en 1954, eh bien, il y a eu des camarades communistes engagés dans le combat aux côtés du FLN et qui sont morts au combat. Moi-même, j'ai connu de ces camarades qui travaillaient à Alger républicain et qui sont morts dans le combat dont je viens de parler. Par conséquent, je crois que c'est tout cela que l'on aurait pu dire à l'occasion de la célébration, si on peut appeler ça célébration, parce qu'il aurait fallu que ça soit un peu plus visible, donc par cet rappel de ce qu'a été le congrès de Tours et la constitution du Parti communiste français. Un mot encore, c'est une grande date pour les travailleurs français, mais c'est aussi une grande date pour tous ceux qui, à travers le monde, ont créé des partis nationaux. Et pas seulement des partis communistes, mais l'influence de ces idées et du développement de ces idées par le Parti communiste français a joué un grand rôle dans la lutte de libération des peuples et dans la constitution de certaines organisations qui, subissant l'attrait et la lutte
menée par les communistes avait les yeux ouverts sur ce que les communistes apportaient. Et cela aboutissait à la création de grands partis, à l'élaboration de nouvelles idées et, pour certains, à la montée de cadres nationalistes qui, influencés malgré tout par ces grandes idées de la Révolution, eh bien, se battaient aux côtés des travailleurs français, bien souvent. On ne l'a pas dit, mais le nombre d'Algériens, de travailleurs algériens, qui se sont battus aux côtés de patriotes français durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi à partir du départ de la création du Parti communiste français. Voilà certaines choses qu'il me semble nécessaire d'avoir en tête pour apprécier tout ce que le Parti communiste français, par sa création, a apporté au mouvement général, disons, enfin, un mot qu'on emploie plus souvent maintenant, mais qui est très valable sur l'internationalisme du parti et des travailleurs. Voilà, je crois, ce qu'il était intéressant de dire. Je vous renvoie à l'histoire. On ne sait pas, on ne le dit pas assez, qu'une des premières batailles anticoloniales du Parti communiste français a été au moment de la guerre française contre le Maroc, contre l'indépendance du Maroc. Eh bien, à cette période-là, les 3/4 de la direction du Parti communiste français ont été arrêtés et jetés en prison parce qu'ils luttaient contre les tentatives de soumission du peuple marocain par l'impérialisme français. Des noms connus aujourd'hui différemment, enfin, d'André Marty et d'autres membres de la direction de cette époque ont été jetés en prison pour leur volonté d'empêcher les soldats français de se battre au Maroc. Voilà, je dirais encore un mot, parce que je vois qu'on me regarde en trouvant que je suis un peu long, peut-être. Mais je voudrais dire encore un mot. Voilà, bien souvent, et même parmi ceux qui ont parlé avec sympathie de la création du Parti communiste français, on n'en parle pas comme quelque chose qui soit simplement autre chose qu'un intérêt d'histoire. Et on pense, on donne l'impression de parler de toutes ces batailles anciennes, de parler de ce qu'a été le rôle du Parti communiste français en disant, bon, mais sans le dire ouvertement comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, bon, tout ça c'est du passé, vous êtes bien gentils, mais enfin, on est à une autre époque. Comme si l'internationalisme, comme si la bataille pour l'indépendance des pays qui ont été soumis aux impérialistes, c'était fini aujourd'hui, que tout était réglé. Eh bien, je crois que cette idée-là est absolument fausse. Et que, même si on ne parle plus de colonies ouvertement, les colonies, la domination de l'impérialisme sur les peuples coloniaux, ça existe toujours, c'est toujours vivant, et malheureusement, toujours aussi cruellement ressenti par les...
les choses se passent un peu autrement. Il n'y a pas toujours la prise en main par les anciens colonisateurs ou des nouveaux, la prise en main de ces richesses directement par la volonté armée, mais en fin de compte, on aboutit au même résultat et quelquefois de façon beaucoup plus subtile en intéressant une minorité, faible minorité de gens du pays, en leur accordant le bénéfice de quelques fragments de la richesse du pays, en les intéressant à cela, on en fait des complices pour continuer à exploiter la majorité des habitants du pays. Et c'est là qu'on retourne encore aux grandes idées qui étaient défendues à l'époque sur le colonialisme. En fait, bien sûr, il faut dire qu'il y a des choses qui ont changé, il y a de nouvelles façons d'aborder les problèmes, mais finalement, sur le fond, c'est toujours la même exploitation. Et c'est ça qu'il faut dire. Et en ce sens, la lutte des travailleurs de notre pays et de pays, entre guillemets, dominants, contre le capitalisme, contre l'impérialisme, rejoint celle des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, qui luttent pour une véritable libération. Voilà, c'est pas une introduction, c'est un peu plus long, mais je suis à votre disposition si notre responsable et secrétaire de section le permet pour répondre aux questions que vous voudrez bien poser, ou on arrêtera si ce que j'ai dit était trop long. Voilà. Je rappelle juste, je ne rappelle pas parce que je signale aussi la présence des éditions d'Elga qui viennent de republier, entre autres, Witzer, Kluskar, Jouffroy, Le Catch et Veillant, qui seront aussi dans sa polyvalente. Donc je vous passe le micro. Il faut vraiment parler dans le micro. Parce je te félicite pour ton exposé. Il y a quelques questions que je voudrais un petit peu aborder, mais pas très longtemps, puisque je ne veux pas être le seul à parler ici. En ce qui concerne Lénine, je crois que Lénine, si la guerre 14, si l'Allemagne a négocié, a arrêté les hostilités, c'est qu'il me semble que Lénine avait prévenu le gouvernement allemand que s'il continuait la guerre à l'ouest, les troupes soviétiques rentreraient également dans le conflit et rentreraient en Allemagne. Alors ça, c'est une question que je pose. Il me semble que, historiquement, c'est ce qui s'est passé, mais qu'on a systématiquement dissimulé en France. 90e anniversaire, il est tout à fait regrettable qu'on n'ait pas parlé de l'importance des militants communistes dans les entreprises, dans les bureaux, en 1936, et des conquêtes qui ont été obtenues à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on a passé très, très rapidement sur les conquêtes sociales qui ont été extrêmement importantes. En ce qui concerne l'Union soviétique, je dois dire qu'on a eu un déferlement d'un antisoviétisme invraisemblable, où on a jeté le bébé avec l'eau sale, mais où on a oublié quand même de dire ce qui existait en Union soviétique sur le plan social. Il y avait, avant l'arrivée de Gorbatchev, il y avait la médecine gratuite, les transports étaient gratuits, l'éducation nationale était entièrement gratuite, les loyers étaient à 7% des salaires, charges comprises. Pour donner un exemple, sur 80 roubles de salaire, les gens ne payaient que 7 roubles par mois, toutes charges comprises. En ce qui concerne la guerre froide, je m'étonne qu'on n'ait pas du tout parlé de cet aspect des choses. C'est qu'on a oublié quand même de rappeler qu'en 1946, Hoover, conseiller de Truman, avait rappelé qu'un affrontement avec les soviétiques était inévitable et que le plus tôt serait le mieux. Il y a donc eu les traités militaires, l'OTAN, etc., le SANTO, l'OTAS, tout ça a été créé. On n'en a pas dit un seul mot
dans ce 90e anniversaire. Et pour rappeler la guerre froide, je crois qu'il faut lire les auteurs américains, parce qu'on a été un peu déçus de nos intellectuels nouvelle vague, compte tenu qu'il faut rappeler quand même que pendant cette guerre, dans les années 60 même, la planète était survolée par les B-52 et B-58, et qui étaient équipés de bombes H de 50, voire même de 100 mégatonnes, et qui, à tout moment, pouvaient fondre sur l'Union soviétique 24 heures sur 24. C'est ce qu'on avait appelé le stratégique air command. En ce qui concerne l'Union soviétique, en 1936, l'Union soviétique adopte sa constitution. Sur 108 millions de travailleurs, de 18 à plus, il y a 55% de la population soviétique qui accepte la constitution. Mais il y en a un pourcentage non négligeable qui ne s'y intéresse pas ou même la refuse, il faut le dire. Alors, en ce qui concerne les procès staliniens, si effectivement Jdanov va être un grand organisateur, on n'a quand même pas rappelé que la répression stalinienne va s'établir à partir du moment où il y a un membre du comité central qui va être abattu lorsqu'il se rend au comité central, et lorsque son chauffeur, qui en réchappe, est lui-même convoqué à ce comité central, il est également abattu. Et Staline, là-dessus, fait une erreur. Il s'imagine que la lutte est terminée. Je termine là-dessus. Il s'imagine que la lutte est terminée. En fait, elle ne l'était pas. Par contre, notre parti communiste a condamné à juste titre le stalinisme dans le comité central national qui s'est tenu à la réunion du comité central de Saint-Ouen le 22 mars 1956. Or, ce qui est scandaleux, c'est que tous nos intellectuels de pacotille que nous avons, qui parlent sur les chaînes de télévision, de radio et j'en passe, et ceux qui se disent révolutionnaires, et même certains dans mon parti, oublient complètement de citer ces choses extrêmement importantes. Voilà ce que je voulais dire sur le passé un peu, et je n'ai jamais été moi-même un anti-soviétique acharné. Je considère que l'URSS avait aidé les pays non alignés, qu'elle avait aidé pour la guerre du Vietnam, qu'elle a aidé pour le barrage d'Assouan, etc. Et que peut-être l'erreur du Parti communiste soviétique, c'est de ne pas avoir suffisamment veillé dans l'Union soviétique même au développement de la consommation. Je crois que ça a été une erreur. Il faut relire L'eau sur d'eau, sur les révolutions. J'ai terminé. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Albert Potel, membre du Parti communiste. Alors, je passe la parole. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette soirée, qui est dédiée, si je me souviens bien, à la lutte contre l'impérialisme. Et je voudrais remercier Henri Allègre, qui est vraiment le symbole même de cette lutte qui nous honore tous. Malheureusement, c'est difficile à dire, mais en fait, vous nous honorez tous pour tout ce que vous avez fait pour la révolution algérienne. Quand même, j'ai trouvé que le film, il est un peu cocorico. Hein. Oui, oui. Il est un peu cocorico et je le regrette. J'aurais mieux aimé que les communistes soient plus internationalistes. Par exemple, il n'y a pas un mot sur ce qu'Henri Allègre vient de rappeler, sur la guerre d'Espagne, où quand même les Français ont été les plus nombreux à aider la République espagnole dans les brigades internationales. Pour ce qui est de la résistance, chanter les FFI, moi j'aurais mieux aimé qu'ils chantent les FDP, hein, je vous le dis franchement, parce que là on voyait dans le film De Gaulle, je veux bien, mais quand même De Gaulle il était à Londres et les FDP ils étaient ici, avec tous les communistes et tous les démocrates étrangers qui avaient fui les dictatures, en particulier toutes les dictatures allemandes et d'Europe centrale et d'Espagne. Et la libération de la France, elle s'est faite grâce aussi à ces étrangers. Pour ce qui est de la guerre d'Indochine, moi j'étais très jeune, je suis vieille maintenant, mais je me rappelle les murs de Paris couverts de libérés Henri Martin. Vous vous rappelez d'Henri Martin? Bon, je voulais rappeler ça, c'est tout. J'ai regretté que dans le film, on nous parle évidemment des morts de Charonne, mais vous savez que dans l'opinion française, le 17 octobre 61, où il y a eu plus de 100 morts à Paris, de morts algériens, qui étaient sortis pacifiquement et en famille pour lutter contre Papon, qui avait été le pourvoyeur des camps d'Auschwitz pour les Juifs de Bordeaux. C'était Papon qui, à ce moment-là, était le préfet de police de Paris.
et qui a tué plus de 100 Algériens le 17 octobre, je ne veux pas faire de la concurrence victimaire. C'est vrai que ce n'était que des Algériens. À Charonne, c'était tous des Français, mais il n'y en avait que 9. Hein. Alors, dans l'esprit, dans l'opinion publique française, les massacres à Paris de la guerre d'Algérie, c'est Charonne. Ils oublient complètement les Algériens du 17 octobre. Je voudrais ajouter aussi que la chute de l'Union soviétique et de tous les pays socialistes, ça a complètement changé la donne. Et je veux bien que vous rappeliez tout ce que vous avez rappelé du passé, mais aujourd'hui, la lutte anti-impérialiste, elle est plus si facile qu'avant. Et par exemple, que la France soit revenue dans l'OTAN, que la France soit en Afghanistan, que la France appuie en Irak et soit sur la corde raide pour ce qui est de la Palestine, et ne parlons pas de ce qui vient d'être dit de la part de notre gouvernement à propos de la Tunisie. Ça, c'est absolument extraordinaire. Je dois dire que de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas du tout communiste. Hein. Le Parti communiste, il se comporte très bien. Moi, je ne connais que ce qu'ils font qu'à travers le journal. Mais enfin, tout ce qui est dit sur la Tunisie, c'est formidable. J'ajoute aussi, parce que moi, je suis militante du MRAP, que la lutte anti-impérialiste, c'est la solidarité avec les travailleurs étrangers en France aujourd'hui. Parce que, justement, dans un monde qui n'a plus de frontières, nous, on est internationalistes, et les travailleurs étrangers, même s'ils ne sont pas travailleurs, d'ailleurs s'ils sont au chômage, ils doivent avoir les mêmes droits que les Français. Et je trouve que les communistes, ils appuient, c'est vrai, mais ce n'est pas le centre de leurs préoccupations. Et je terminerai en disant que l'identité nationale, c'est le contraire même de l'identité communiste, parce que l'identité communiste, c'est l'internationalisme. Et j'en ai fini là-dessus. J'interviens très brièvement. Mon père est un des créateurs du Parti communiste au congrès de Tours. Et par ses écrits et par ce qu'il m'a dit au cours de sa vie, ce qui était très important au congrès de Tours, c'est la lutte pour la paix. Ça a été un des principaux thèmes qui a fait la scission entre les deux partis qui se sont séparés. Je veux vous lire, pour humour, les statuts du Parti socialiste de 1913. Si tu peux me tenir le micro. Oui. Le Parti socialiste est fondé sur les principes suivants: entente et action internationale des travailleurs, organisation politique et économique du prolétariat, en partie de classe pour la conquête du pouvoir, et la socialisation des moyens de production et d'échange, c'est-à-dire la transformation de la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste. C'était les statuts du Parti socialiste en 1913. Cet article des statuts a disparu après le congrès de Tours. J'aimerais qu'il soit repris par beaucoup d'autres partis. En ce qui concerne la résistance, je veux intervenir sur les FTP. Mon frère est mort en déportation. Il a été arrêté par des policiers français, non condamnés, non jugés, à la Croix de Chavaux, Montreuil. C'était un des organisateurs de la résistance fer à la gare de Lyon, membre de la garde d'honneur du Parti communiste, en exil, en dissidence et caché. Les FTP, et je veux insister là-dessus, ne recevaient pas d'armes. Mon père, qui était aussi au FTP dans la région de Montargis, connaissait les réseaux, connaissait les liaisons, mais jamais n'a pu toucher une arme. Jamais. On éloignait les armes des communistes. Et les parachutages d'armes pour les FTP n'ont jamais existé. Vous pouvez en parler au Vercors en particulier, ça a été douloureux pour eux et un massacre épouvantable. Une autre chose sur la guerre d'Algérie, j'ai adhéré au Parti communiste à ce moment-là seulement. Mon épouse Ginette, professeure de sourds, était déjà adhérente, elle, au Parti communiste. Elle m'a invité aussi à y être.
et ma révolte a grandi. Et je peux dire qu'au départ, nous avons eu beaucoup de difficultés. Je parle du premier arrondissement, de la cellule de l'Arbre Sec, où il y avait Julien Livy, Camincker et Lederman, dont j'ai gardé les locaux avec une vanne de Normandie avec mon épouse contre l'OAS. Ça a été dur. On se faisait casser la gueule par les jeunes nations dans les halles. Et d'autre part, quand on faisait les étages pour vendre l'Humanité dimanche, on n'était pas forcément très bien reçu. Le peuple français a mis un petit moment à accrocher derrière les idées que nous défendions et la paix en Algérie. Ça n'a pas été simple, on se faisait mal voir. Parce qu'il y avait des morts et il fallait mettre le paquet, comme on disait. Mais quand les morts ont été de plus en plus importants, ça a été un facteur déterminant à la lutte du peuple algérien lui-même, malgré tous les massacres et les horreurs qu'il y a pu y avoir. Ça a été sa propre lutte a fait progresser aussi les idées dans notre propre pays. Juste un mot à propos de l'AMI, dont Jacques Duclos parle dans son document. L'AMI a été tué à Montargis, dont nous sommes tous les deux originaires. Mon père était un des organisateurs de la manifestation. Il a été tué par les fascistes venus de Paris. Le préfet a été prévenu. Il est venu. On a arrêté le responsable qui avait encore son revolver fumant sur lui. Il a été libéré 2 heures après. Et vous vous appelez comment? Serge Marlin. Derrière toi, Serge. C'est assez émouvant, pas facile de s'exprimer là-dessus. Bon, Geoffroy Moreau, je suis militant à la jeunesse communiste. Ouais, j'ai vu il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur le livre du congrès de Tours qui retrace les interventions et tout ça, c'est vraiment formidable, c'est vraiment intéressant. Et ça retrace pour moi vraiment une chose fondamentale, quoi. C'est l'opposition qui existe encore, il me semble, dans le mouvement ouvrier entre les réformistes et les révolutionnaires, quoi. Et bon, c'est une grande date pour nous parce qu'on gagne ce jour-là. Et ça me fait écho à ce que tu dis, hein, la position de l'internationale communiste, qui dit qu'on doit combattre résolument nos bourgeoisies nationales, fauteurs de guerre et d'impérialisme, par tous les moyens, que c'est aussi, ça je le rajoute, hein, mais le meilleur moyen concrètement de combattre le racisme, de se battre pour l'amitié entre les peuples, etc. Et ben, je fais un petit peu un écart, quoi, mais ça me fait penser à ça. Hein. Pour moi, aujourd'hui, dans ma lutte de communiste, ça résonne avec une analyse qu'on doit avoir de l'Union européenne, quoi, qui est vraiment une structure impérialiste faite dès sa base contre l'Union soviétique, contre cette expérience formidable du mouvement ouvrier, quoi qu'elle ait donné, contre les acquis des travailleurs, les libertés démocratiques, les acquis sociaux qui ont été arrachés par les luttes. Et moi j'entends aussi par-ci par-là qu'il faut la changer, etc. Bon, bah, quand on est révolutionnaire, les institutions, on les change pas à la marge. On les enlève, on les détruit, et puis on en fait de nouvelles, quoi. On ne peut pas s'appuyer dessus comme ça gentiment. Ils ne vont pas nous laisser faire d'ailleurs, il me semble. Hein. Ben Ali, et puis tout ça, ils ne laissent pas faire. Hein. Donc, et ça me fait penser, vraiment, cette Union européenne, c'est un outil de guerre et c'est un outil d'impérialisme. Il faut le dénoncer comme tel. Parce qu'aujourd'hui, avec la professionnalisation de l'armée, etc., on en revient à comme il y a un bon moment, quoi. C'est toujours les fils les plus pauvres, les fils des ouvriers les plus pauvres qu'on va envoyer au charbon, qu'on va aller envoyer tuer leurs frères, etc. Et ça revient grandement. J'avais lu un article dans l'Humanité d'un journaliste qui avait fait une enquête devant un bureau de recrutement en banlieue parisienne, ça m'a particulièrement touché. Et donc, voilà, pour mener, à mon avis, une réelle coopération entre les travailleurs basée sur la fraternité et l'échange économique, ben, il faut revenir à un internationalisme de classe, un internationalisme mondial qui n'a pas de frontières, et à mon avis, c'est par cette base-là qu'on peut changer. Pour en finir, pour information, il y a un mois le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, organisé par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, dont est membre la JC.
Et voilà, donc une organisation qui se bat pour la solidarité entre les peuples, contre l'impérialisme. Et il y avait 13 000 participants en Afrique du Sud. C'était placé sous le signe d'un hommage à Nelson Mandela et aussi à Fidel Castro. Donc je vous invite à lire la déclaration finale du festival qui a fait un tribunal contre l'impérialisme. Et pour les camarades qui y étaient, c'était vraiment un moment inoubliable. Voilà. Merci. Alors... Et je pense que il y a plein de choses qui sont peut-être pas très bonnes dans le film et tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant et qu'on retrouve dans l'intervention d'Henri Alleg, c'est le fait que je pense qu'il y a une bataille aujourd'hui sur la mémoire à mener par les communistes, dans le sens où l'histoire de la décolonisation, ou l'histoire de la lutte pour les indépendances plutôt, ce serait plus juste, c'est pas tout à fait celle qu'on nous raconte quand on est petit. Les communistes, ils étaient à la base de tous les mouvements indépendantistes, en Afrique noire notamment. Ils ont formé les leaders, ils ont soutenu les mouvements quand ils étaient encore interdits notamment. Et ce qu'on nous raconte, nous, le petit conte, ce qu'on nous raconte à l'école notamment, c'est De Gaulle qui fait un discours à Brazzaville, qui après, il fait quelques années après, quand tout le monde est prêt, qu'ils ont été bien civilisés, un référendum et on leur offre l'indépendance gracieusement. En fait, c'est pas vrai, ils ont rien lâché après la Seconde Guerre mondiale et on le retrouve dans plein d'exemples. Moi, je connais pas toutes les luttes d'indépendance, je connais pas très bien celle de l'Algérie, mais je sais que dans certains cas, dans tous les cas, ils ont absolument rien lâché, aussi bien des moyens économiques que des moyens militaires, ce qui va avec. Donc ça, je pense que c'est une vraie bataille pour nous. C'est une vraie bataille parce que les communistes, je pense que s'ils ont joué un rôle aussi important dans les luttes d'indépendance qui ont été réprimées dans le sang, parce qu'elles ont, en Afrique, elles ont malheureusement la plupart du temps échoué, ces luttes d'indépendance qui ont été réprimées dans le sang, si les communistes, ils ont joué un rôle aussi important, c'est que très en amont, il y avait une théorie qui était au point, puisque les communistes, avant même la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, c'était les premiers, avec Lénine, qui avaient un petit peu théorisé et montré les mécanismes qu'il y avait derrière l'impérialisme, notamment je vais pas vous faire notamment avec Lénine. Et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient prêts à soutenir ces mouvements indépendantistes. Donc c'est pas pour dire qu'il n'y avait aucune ambiguïté entre les leaders indépendantistes et les communistes et le PCF après la Seconde Guerre mondiale, qu'il n'y avait absolument aucune ambiguïté, mais je pense qu'il y a une vraie bataille pour nous, pour la mémoire. D'autant plus qu'aujourd'hui, la lutte contre l'impérialisme, effectivement, je crois que quelqu'un l'a dit, je suis tout à fait d'accord, la lutte contre l'impérialisme, elle est un petit peu compliquée. Elle est compliquée d'une part parce qu'il n'y a plus l'Union soviétique, comme pendant, et elle est aussi compliquée parce que je pense que les rapports de pouvoir, ils sont plus, ils sont plus insidieux qu'avant, notamment en Afrique. Les militaires, c'est souvent des missions, c'est des conseillers, c'est pas aussi clair qu'avant, sauf bien sûr en Côte d'Ivoire par exemple. Et je pense qu'il y a encore pourtant autant de choses à dénoncer sur le rôle aussi bien de l'armée et du capital, notamment en Afrique. Dans le 5e, un petit mot sur le film. D'abord, traiter l'histoire du Parti communiste en 1h10, c'était une gageure. D'autre part, la bataille de la mémoire, elle se fait aussi sur les problèmes de numérisation, de réflexion des films, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Ce n'est peut-être qu'un début, justement, sur la mémoire. D'autre part, il y a des choses, c'est ça le problème du support visuel, c'est que par exemple, le 11 octobre 62, le 17 octobre, pardon, quand les Algériens ont été ou mis dans la Seine ou massacrés, il y a très peu d'images. Il y a Henri Cagan, mais c'est des photos. Mais je pense pas que, alors qu'il est, on ne connaît pas beaucoup de films. Donc c'est comme ça, la mémoire, il faut qu'il y ait d'autres mémoires qui se croisent pour pouvoir, effectivement, sur ce qui se passait en Tunisie. Chose forte que Henri Alleg a dit tout à l'heure, il y a l'analyse qu'il a faite du fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait le néocolonialisme, on peut l'appeler comme on veut, peu importe, mais aujourd'hui il continue, tout pareil que par le passé. Il exerce son influence dominatrice sur les peuples d'une manière qui n'a rien à envier au passé. À nous de manifester l'intelligence nécessaire pour comprendre ces nouveaux processus qui ne s'identifient absolument pas aux processus du passé, qui en sont la continuité par certains côtés, mais qui par certains autres côtés montrent l'extraordinaire capacité du capitalisme
à s'adapter à de nouvelles situations, à développer de nouvelles formes de domination, à générer de nouvelles entre guillemets, bien sûr, élites locales qui s'emparent du pouvoir et qui l'exercent pour l'intérêt des couches qu'on appelait jadis compradors, et donc dans la domination des peuples. Deux questions néanmoins m'interpellent. La première, c'est au sujet de l'Union soviétique. Voilà une révolution qui s'était faite au nom de la libération des peuples, et c'est vrai que le projet initial était bien un projet d'une fédération de peuples égaux et libres. Mais il faut bien aussi constater que l'Union soviétique, tant dans sa pratique internationale, pour l'essentiel, et je ne mets pas en cause le fait que son existence même était un sujet d'effroi pour le monde impérialiste, et que par conséquent, son existence même a été un point d'appui très important pour les luttes d'indépendance de beaucoup de pays. Ça, je ne le mets pas en cause. Mais néanmoins, une chose est évidente, c'est que dans sa pratique internationale par rapport aux autres pays, et particulièrement aux pays d'Europe, et d'autre part, dans sa pratique intérieure des rapports entre les différents peuples, l'Union soviétique n'a malheureusement pas donné l'exemple justement de cet internationalisme, de ce libre développement des peuples. Et la controverse, l'affrontement sévère dans les derniers jours de la vie de Lénine, de la vie consciente de Lénine, la controverse qu'il avait eue avec Staline sur la question justement des droits des peuples caucasiens est une question qui nous interpelle et qui montre à quel point le développement de la politique de Staline sur ce sujet, et de ses successeurs pareils, le développement de cette politique a été un développement qui a trahi l'internationalisme prolétarien et la nécessité de l'émancipation véritable des peuples opprimés par une révolution victorieuse dans un peuple dominateur. Ça, des mouvements nationaux, des mouvements d'indépendance, qui même à certains moments se sont réclamés du marxisme, etc., etc. Et il faut quand même bien constater, et je pense aussi bien à la Guinée de Sékou Touré, mais même aussi au Mozambique, à l'Angola, et on pourrait donner bien d'autres exemples, de ces mouvements nationaux. Naturellement, la Chine de Chiang Kai-shek, d'abord soutenue par l'internationale communiste, et ensuite on sait ce qui s'est passé à partir de 1927. Toutes ces choses témoignent du fait que les mouvements nationalistes ont malheureusement très rapidement et très largement abandonné la sympathie qu'ils pouvaient apparaître manifester à l'égard des idées communistes et sont revenus sur une base beaucoup plus disons, capitaliste, bourgeoise, etc. Sur la nécessité impérieuse pour nous, en France, de défendre la masse des travailleurs qui sont d'origine, immigrés, etc. On le fait avec l'éclat que vous savez sur la question, j'entends en tant que Parti communiste, avec l'éclat que vous savez sur la question des sans-papiers. On le fait aussi, par exemple, avec notre solidarité avec la lutte du peuple palestinien, dont il ne faut pas oublier qu'elle n'est qu'une continuation d'une lutte de peuples colonisés contre quelque chose qui est peut-être la dernière colonisation explicite du XXe siècle, se prolongeant dans le XXIe siècle. Donc je crois que là c'est quelque chose de très important. Et je dois dire, c'est mon camarade Daniel Davis qui m'a succédé, je dois dire qu'à ce moment-là, des manifestations comme celle du 17 octobre 1957, dont j'ai le souvenir très précis, des manifestations qu'on a fait, il y en a d'autres dans la salle qui en ont également sans doute le souvenir, quand on manifestait du côté de la rue Mouffetard ou de la rue Soufflot contre la politique colonialiste qui était celle de Guy Mollet, eh bien cette lutte-là, elle n'était pas si facile que ça, et je dois dire qu'on n'était pas forcément si nombreux. Aussi, quand grâce à un travail unitaire, de rassemblement de forces très différentes, on a pu obtenir des transformations, comme par exemple en 1957, la prise de position de l'UNEF sur la question de la torture en Algérie, eh bien je pense que c'était des victoires qui étaient conquises sur une opinion publique où on a eu beaucoup de réticence.
Je suis impressionné par la somme de choses intéressantes qui sont dites, non pas par des camarades qui ont beaucoup de choses à apprendre, mais qui savent beaucoup de choses et qui ouvrent des discussions sur des sujets très très pointus et donc très intéressants. Je voudrais d'abord dire un mot à propos de la Tunisie. Bien malin est celui, même pourvu de lettres marxistes, qui pourrait dire exactement vers où on va en Tunisie. Ce que je crois, c'est que le mot qui est employé, le mot révolution, il correspond à des idées diverses suivant ceux qui l'emploient. Il est certain, quand on voit la télévision ou qu'on entend parler les Tunisiens à la télévision actifs, il est certain qu'on est frappé par les connaissances, par les expressions politiques, pas seulement politiques, mais je dis théoriques même, que véhiculent ces gens que l'on entend, et en particulier, ce qui frappe beaucoup les Français, c'est la présence active et présente des femmes. Alors on peut dire il y a eu un mouvement formidable. Ce qu'on oublie un petit peu, c'est de dire que effectivement en Tunisie, la présence de quelqu'un qui n'avait rien de communiste, mais qui exprimait les idées progressistes en Tunisie, c'est l'attitude d'un homme comme Bourguiba. Alors, il est certain qu'il n'y a pas eu... Tu parles plus près, parce qu'on n'entend pas. Pardon ? Il faudrait que tu parles un peu plus près du micro. Ah bon ? Tout le monde n'entend pas. Bon, très bien. Par exemple, le fait qu'au lendemain de l'indépendance réelle, vous comprenez ce que je veux dire, de la Tunisie, Bourguiba, un jour de carême, du ramadan, s'est interrompu dans un discours qu'il prononçait et puis a demandé qu'on lui apporte une carafe d'eau et un verre. Et il a vidé ce verre devant le public qui était là. Même pour les gens qui n'étaient pas croyants, musulmans, pratiquants, c'était un geste tout à fait audacieux dans un pays musulman à cette époque. Et j'ai pensé à ce geste au moment où un Tunisien était interrogé par un speaker français sur la question de la religion. Et ce Tunisien lui répondait: vous savez, chez nous, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut aller à la mosquée, il va à la mosquée. Celui qui préfère boire une anisette, eh ben, il va au bistrot en face. C'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, c'est pour montrer qu'il y a le développement d'un esprit laïque et extrêmement intéressant. Mais ça ne résout pas les problèmes de fond. Ça ne résout pas la question du chômage. Ça ne résout pas la question de l'avenir de ce pays, de son avenir politique. Alors, je pense que ce qui se passe en Tunisie, naturellement, le départ, plus que le départ de Ben Ali et de son équipe et de sa femme, c'est extrêmement positif. Mais en même temps, il serait faux de croire que c'est un pas vers ce que nous appellerions, nous communistes, une révolution. Bon, ce n'est pas les excuses de Sarkozy ou de Madame
à Liu-Marie qui change le contenu même des rapports qui existent et qui continueront d'exister entre la France impérialiste et la Tunisie. Par conséquent, il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, pour la Tunisie, pour que le peuple, les travailleurs, les syndicats, les organisations qui correspondent au désir du peuple, je veux dire des gens qui ont besoin que ça change réellement, de la jeunesse profonde, qu'ils soient satisfaits par ce qu'il y a en Tunisie et qu'on puisse assurer que les choses iront dans le bon sens continuellement. Alors, je m'excuse de donner des explications, plutôt des impressions qui n'en sont pas, mais je crois qu'il est plus sage aujourd'hui d'être prudent que de crier « ça y est, on a gagné ». Voilà. Je voudrais dire un mot maintenant à propos de ce que vous, Conrad, vous avez dit sur le passé de l'URSS, et en particulier sur ce qu'a été la bataille pour l'égalité des nationalités qui composaient l'ancien empire tsariste. Tout d'abord, je vous rappelle aussi que, à propos de Staline, ce que Lénine lui avait reproché à un moment, c'est d'avoir l'esprit grand russe. C'est-à-dire lui, Staline, qui était un colonisé, était géorgien, Lénine pensait que beaucoup de ces hommes qui étaient d'origine non russe et qui luttaient contre l'esprit nationaliste qu'ils pouvaient rencontrer, pouvaient avoir tendance à être plus russes que les Russes. Et c'était cela que Lénine avait remarqué, pas seulement à l'égard de Staline, mais à ces dizaines, ces centaines, ou ces milliers de communistes qui entraient dans le parti communiste et qui avaient tendance à oublier qu'ils étaient géorgiens ou kazakhs, et il y en avait pas mal, parlant de gens comme Mikoyan et d'autres. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que pas seulement Lénine, mais ensuite ceux qui étaient dans son entourage, avaient une grande admiration pour les écrits de Staline concernant les nationalités. Et que, effectivement, je sais pas, enfin peut-être, j'ai eu l'occasion de lire, de relire ces textes, jusqu'à aujourd'hui, ils ont une profonde signification. Par conséquent, c'est un peu cette idée qu'en ce qui concerne les problèmes qui touchent à l'Union soviétique et qui touchent aux personnalités qui ont eu une si grande influence sur la suite de ce qu'a été l'Union soviétique, ce qu'a fait l'Union soviétique, je pense qu'il faut encore, même aujourd'hui, avoir beaucoup de prudence dans les conclusions que l'on peut en tirer. Par exemple, les critiques que l'on fait à l'égard, justement, des rapports entre les nationalités. Ce que, par exemple, vous avez dit, c'est vrai. Mais en même temps, il faut penser à ce que l'existence de l'Union soviétique, les constitutions, même si
il y avait des choses à reprocher. Ça a été fantastique. J'ai eu, moi, par mon travail, la chance d'aller assez souvent, justement, dans ces pays, je dirais, de l'Asie centrale, et les pays du Sud, qui ne sont pas russes. Et ce qui me frappait, et peut-être j'avais en tête ce qui s'était passé ou ce que j'avais connu en Algérie, ce qui me frappait, c'était le fait que des pays où vraiment les choses avaient commencé à changer, pas en 1917, pas en 1920, mais en 1935, on pouvait, en demandant les statistiques, constater que ces pays où il y avait, comme en Algérie, 95% des gens qui étaient illettrés, eh bien, 20 ans après, il y avait 80% de gens qui étaient lettrés et alors qu'en Algérie, 130 ans après le débarquement des Français, on en était encore à 90% d'analphabétisme. Et d'autres problèmes de ce genre, par exemple concernant la santé, concernant la culture, parce que je parle de la culture spirituelle, puisqu'il y avait dans un pays comme Tbilissi, etc., des opéras, des gens qui étaient devenus chefs d'orchestre, etc., etc., des choses qui n'existaient pas dans nos pays, entre guillemets, colonisés. Alors, penser que finalement, il n'y a pas eu un changement formidable, il y a eu un changement formidable qui s'est opéré grâce à l'organisation soviétique, qui a eu des fautes, qui a eu des défauts, qui a eu des manques. Il est utile de le dire. Et je crois qu'en premier lieu, ce qu'il faut souligner, c'est que l'instauration du socialisme, même si ensuite il y a eu des défauts qui ont amené des retours en arrière et qui ont amené à se poser des questions sur aujourd'hui, mais comment c'est possible qu'on en revienne à ça? Ça se pose, mais on ne doit pas oublier la formidable progression qu'a été l'instauration du socialisme. Je ne dis pas que vous l'avez oublié, mais enfin on pouvait le croire, quoi. Merci à tous les participants d'être venus à cette projection, à ce débat. Je remercie tout d'abord Henri Alleg. De nous avoir fait part de son expérience et de ses analyses sur la question du PCF et de la lutte de la libération des peuples, on est encore loin, évidemment, on l'a dit plusieurs fois, encore loin d'avoir épuisé le sujet, mais c'est vrai que dans les commémorations, dans les célébrations des 90 ans du PCF, ça n'est pas un thème qui a été au centre et on peut le regretter. J'espère que cette soirée a au moins une petite partie comblé ce vide, et j'espère qu'on pourra continuer le débat, et on peut déjà continuer un petit peu, dans la salle polyvalente, avec le pot qui vous est offert par les communistes de 5e. Si vous voulez participer aussi aux frais de location de la salle et du DVD, vous êtes évidemment les bienvenus. Combien ça coûte ce DVD? Ah, c'est un secret. Il a les cheveux noirs là. Oui. Vous n'avez pas besoin qu'Henri Alleg vous dédicace une de ses œuvres. Vous savez déjà. Il peut même dédicacer les livres de son fils. Ça me rappelle une histoire justement de dédicace. C'était à la fête de l'humain. Vous avez peut-être pas entendu pareil.
Irremplaçable. Vraiment. Et alors, à la Cité du Livre, il y avait toujours des gosses qui se promenaient et qui essayaient de signaler. Une édition enfantine et misérable.